Pour moi, le conseil numéro 1, c'est de ne pas brider les créateurs de contenu. Ils ont leur spontanéité, leur naturel. Il faut pas trop les cadrer. Juste le minimum qu'il faut, bien leur briefer sur la marque, les USP à mettre en avant, les bénéfices, et basta, quoi. Pas plus loin. Sinon, tu perds toute la magie des créateurs de contenu. Ça, c'est super important. Hein. C'est certainement le conseil numéro 1. Donc, on est de retour sur le podcast Commerce et l'été. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Julien Klein, Head of Digital Marketing dans l'entreprise Franklin Pet & Food, une organisation française qui révolutionne l'alimentation animale et qui ont pour objectif de doubler leur organisation en 2025. Et je crois qu'ils vont être capables de l'atteindre. Julien, merci beaucoup d'être sur le podcast Commerce et l'été aujourd'hui. Merci Antoine de me recevoir dans ton podcast. C'est très sympa. Hâte de discuter avec toi. Et dis-moi, Julien, t'es arrivé, je pense, en octobre 2024, donc en plein pendant le Q4. Comment s'est fait ton arrivée? Quel diagnostic t'as fait de l'organisation quand t'as fait des premiers pas à l'intérieur de l'entreprise? Ouais, alors, quand je suis arrivé chez Franklin, mi-octobre 2024, mon objectif tout de suite, ça a été de rebooster l'acquisition, qui était pas en perte de vitesse, mais qui avait besoin d'être redynamisée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tout de suite attelé à la data. J'ai commencé à créer ce que j'appelle, moi, un cross-canal dashboard. Et ça veut dire, en gros, j'ai fait un gros dashboard, un gros Excel avec tous les canaux, que ce soit organique ou paid. Et ça a permis déjà de faire un état des lieux de la performance de la boîte, niveau acquisition et aussi rétention, mais je m'étais focus sur l'acquisition. Et en gros, de pouvoir déjà tout de suite identifier les points forts et les points faibles et de pouvoir aussi, évidemment, réattribuer les budgets si c'était mal fait pour essayer de faire baisser le CAC. Et ça a été le cas. C'est-à-dire, en 2 semaines, ça a permis de réduire le CAC d'à peu près 20%, ce qui était déjà très bien. Donc, voilà, ça, on va dire que c'était un gros quick win. Dès qu'on arrive, on a les idées, tu sais, en place, on est frais, et du coup, ça permet de voir les choses que les gens en interne ne voient pas forcément quand tu as la tête dans le guidon. C'est le cas pour toutes les boîtes. Absolument. Puis quel était l'enjeu à rencontrer? Qu'est-ce qui faisait que le CAC, selon toi, était peut-être un petit peu trop? Est-ce qu'il y avait des canaux publicitaires qui se cannibalisaient un petit peu l'un à l'autre? Est-ce qu'il y avait peut-être un mauvais outil de mesure qui nous permettait de savoir la santé de la boîte? Quel était l'enjeu, selon toi? Non, je pense que c'était peut-être se focuser sur pas forcément les bonnes métriques, pas forcément regarder toujours au bon endroit. Et donc, là, l'objectif, moi, ça a été de... aussi, tu vois, ma deuxième mission, ça a été aussi de mettre un coup de frais, un coup de neuf sur les reportings, parce que c'est super important. Nous, par exemple, chez Franklin, on fait des reportings à la semaine et au mois. Et si tu suis pas forcément les bonnes métriques en fil rouge, bah, tu peux rapidement en fait perdre le fil. Je pense, voilà, c'était. Mais les performances n'étaient pas forcément mauvaises en soi. Hein. C'est juste que il suffit juste de regarder au bon endroit pour avoir des meilleurs résultats. Voilà. Et Absolument, il faut la troisième chose que j'ai fait en arrivant pour essayer... Alors ça a été plutôt un travail de fond, mais j'aime beaucoup quand j'arrive dans une boîte, c'est ce que j'appelle l'excellence ou la routine d'excellence. Ça veut dire mettre en place tous les outils en interne. Surtout, tu sais, quand tu fais de la publicité en ligne ou du CRM, c'est des métiers qui sont très techniques, qui se font sur le détail. Et du coup, j'ai mis en place, voilà, j'ai plein de G-Sheets, évidemment aussi des Notion qui permettent mettre en place une structure et une routine qui permet d'éviter de faire les erreurs. Et voilà, la routine pour moi, c'est primordial si tu veux performer sur le long terme. On veut savoir c'est quoi cette routine? Alors, en gros, les routines, alors, il y en a beaucoup, mais en gros, la routine que je pourrais une des routines, ça va être ce que j'appelle une checklist d'optimisation. Par exemple, pour la publicité en ligne, ça va être, par exemple, tu vas avoir plein de lignes sur un G-Sheet avec, par exemple, mettre à jour les audiences sur Meta, checker que les UTM sont bien mis en place, checker que le copywriting est bon, checker, voilà, toutes ces choses-là qui permettent en fait de pas avoir on va dire, une inertie et qui permet d'avoir une qualité de travail qui est toujours au top. Parce que tu sais, quand sur le long terme, tu peux tendance à avoir parfois, pas forcément à trop poser sur tes lauriers, mais à oublier des petits détails.
Et ça permet vraiment de toujours garder un standard de qualité très, très élevé. Ça, on m'a appris ça dans mes précédentes expériences. Et c'est quelque chose vraiment qui change la donne surtout aussi quand tu gères une équipe pour la cadrer. Ça permet de rassurer, ça évite les erreurs et tout. Absolument. Puis parlant d'équipe, ça ressemble à quoi, toi, l'équipe? Est-ce que tout est internalisé chez vous? Est-ce que vous travaillez avec des partenaires à l'externe pour certains leviers marketing? Comment tu as construit un petit peu ton équipe à l'intérieur de l'organisation? Oui, alors, donc moi, quand je suis arrivé, j'avais on va dire ce qu'on appelle une lead d'acquisition qui s'occupait de tous les canaux d'acquisition, que ce soit le social paid, le SIA, le SEO. J'avais aussi une lead CRM et aussi, voilà. Et on avait aussi une agence pour le SEO. Bon, moi, je suis pas un grand fan des agences de mon côté. Je préfère soit internaliser, soit prendre des free. Ça, c'est vraiment une question de goût et voilà, d'expérience. Je trouve que tu as souvent des gens plus impliqués et c'est plus facile de faire du bon boulot sur le long terme avec un free ou évidemment encore plus avec quelqu'un d'internalisé qu'avec une agence. Donc voilà. Donc par exemple, là actuellement, là, on a arrêté avec notre agence SEO pour reprendre un free en SEO et on va voir, mais je pense que ça donnera des très bons résultats. Et sinon, voilà, on a une agence créative qui nous permet, que je peux nommer, hein, que j'aime bien, qui s'appelle Rhodes, qui est assez connue sur le marché français et qui nous fait tous nos vidéos, que ce soit nos UGC, ça on en reviendra un peu plus loin. Mais l'idée quand même, c'est d'internaliser au maximum et de moins être, d'avoir des agences, mais vraiment quand ça s'y prête. Mais voilà, je suis pas. Et parle-moi peut-être un petit peu dans tout ce volet-là, dans ce cas-là, UGC. Donc, tu l'as mentionné, ça m'a l'air d'être quelque chose que vous faites beaucoup chez vous, qui a beaucoup de résultats. Comment vous y prenez? Quel type de contenu vous créez? Ouais, alors, les UGC, on s'en sert pour, sur 2 niveaux chez Franklin. On s'en sert pour, au niveau des pages produits. En gros, quand on sort un produit, on veut toujours, en fait, il y a une section, il y a un bloc sur nos pages produits avec des témoignages. Et ce qu'on fait, c'est que on va aller faire des UGC pour chaque lancement de produit, avec une plateforme qui s'appelle Yuji, une sorte de marketplace de créateurs qui est pas mal. Et sinon, à côté de ça, sur mes ads, évidemment, on fait beaucoup d'UGC. On a beaucoup itéré sur les UGC. Et là, c'est Rhodes qui s'en occupe, qui nous sélectionne des créateurs. On voit. Et puis, évidemment, quand on voit qu'il y a un créateur avec qui ça matche bien avec la marque, et ben on continue avec lui. Alors, souvent, nous, le truc, c'est que l'UGC, ça sont beaucoup plus restreints parce qu'on cherche des propriétaires de chiens ou de chats. Et forcément, du coup, tout le monde n'a pas un chien et un chat en France, hein, surtout des chiens. Du coup, ça limite beaucoup quand même. Voilà. Et alors, ce que je pourrais donner comme conseil aux gens qui veulent faire des UGC, pour moi, le conseil numéro 1, c'est de ne pas brider les créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'ils ont leur spontanéité, leur naturel. Il ne faut pas trop les cadrer. Juste le minimum qu'il faut, ça veut dire bien leur briefer sur la marque, les USP à mettre en avant, les bénéfices, les guidelines un peu créatives, et basta, quoi. Pas plus loin. Sinon, tu perds toute la magie des créateurs de contenu. Ça, c'est super important. Hein. C'est certainement le conseil numéro 1. Intéressant, très intéressant. Et parle-moi un petit peu de tes canaux payants. Donc, vous faites du Meta, vous faites du TikTok que tu m'avais mentionné un peu. Comment tu analyses la mesure, les résultats avec ces différents canaux? Parce que, soyons honnêtes, ils n'ont pas encore la même maturité, on pourrait dire, publicitaire en termes de résultats. Donc, comment vous êtes capable de travailler avec les deux et de distinguer les résultats qu'ils vous donnent? Alors, ça, c'est un sujet super intéressant. En gros, quand je suis allé chez Franklin, on avait un outil d'attribution qui s'appelle Phospha. C'est un SaaS britannique qui est intéressant parce qu'ils ont leur propre modèle d'attribution. On va dire, je dirais que c'est un modèle d'attribution multitouch, mais leur spécificité, c'est que ils ont un gros atome crochu, on va dire, avec le social. Ça veut dire que pour eux, toute la partie top of funnel, ça a beaucoup d'importance. Du coup, ils vont surpondérer le social et ils vont prendre notamment la partie one day view, tu vois. Et donc, c'est intéressant parce que nous, tu vois, chez Franklin, on a une ADN créative, on est une marque qui veut avoir une brand très forte. Pour nous, le social, c'est super important. Du coup, ça nous convenait et ça nous convient toujours. Mais là, en décembre, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres canaux qui étaient sous-pondérés par Phospha, comme par exemple le SEO et le SEA. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un deuxième
outil d'attribution qui s'appelle Polar. Je pense que peut-être les auditeurs connaîtront parce que c'est français, ils ont pas mal de belles marques françaises, des BNVB, entre autres. Et là, c'est un outil de BI qui a un outil d'attribution intégré, et qui permet de switcher entre les grands modèles d'attribution du marché comme le last click, first click, le linéaire, le U-shaped et tout. Et là, ça me permet d'avoir une deuxième vision d'analyse. Et par exemple, quand moi, au niveau des analyses, quand je veux analyser mon SEO, je vais pas forcément regarder trop sur Phosphar. Je vais regarder sur Polar, par exemple, en first click. Donc, là, le fait de travailler avec plein d'outils d'attribution, deux outils d'attribution plus les attributions natives des plateformes, ça complexifie beaucoup, mais je pense que c'est ultra nécessaire quand tu as beaucoup de canaux comme chez nous. On en a vraiment pas mal, hein. Et surtout quand tu commences à avoir un budget publicitaire qui est important. Je pense que tu peux pas. Je sais qu'il y a des boîtes qui font par exemple uniquement du déclaratif et l'attribution des plateformes comme Beta, TikTok, et qui y arrivent très bien. Mais nous, pour le moment, on a voulu avoir plus de complexité, mais aussi plus de finesse dans notre analyse. Voilà. Intéressant. Très fascinant même. Et dis-moi, dans tous ces outils d'analyse, est-ce que c'est pas ça un petit peu la clé, c'est d'avoir plus qu'une source qu'on va être capable de contre-vérifier pour ultimement être capable de créer sa propre source de vérité? J'ai l'impression qu'à travers le temps, on s'est fait survendre tous ces logiciels d'attribution et finalement, à la fin de la journée, ce qu'on revient souvent à la base, c'est une approche qui est beaucoup plus globale en termes de CAC global, de ratio de MER global. Et ces outils d'attribution-là travaillent davantage avec nous comme proxy d'information que comme information absolue. Est-ce que vous arrivez sensiblement à des conclusions qui ressemblent à ça de votre côté? Oui, complètement. On va dire que tu as complètement raison quand tu parles de proxy. In fine, nous, ce qu'on regarde, c'est Shopify comme métriques. Absolument. Donc, ça va être ça le cœur du réacteur et ce qu'on dit en anglais single source of truth, tu vois. Ça va être ça. Ça va être, au final, ça va être le chiffre d'affaires. Mais je pense quand même que les outils d'attribution, on peut pas, nous, actuellement, on pourra pas vraiment s'en passer, parce que quand je me répète, mais tu vois, mais quand tu as des canaux comme du SEO, de l'affiliation, de l'influence, avec à chaque fois leur spécificité, t'es obligé pour moi d'avoir un outil d'attribution. Alors, pas forcément deux comme nous, peut-être que c'est overkill ce qu'on a, tu vois, mais je pense que tu es obligé, pour prendre des bonnes décisions, d'avoir des outils d'attribution. En tout cas, moi, c'est ma conviction, personnelle. Intéressant. Et parle-moi un petit peu peut-être de tout ce que vous faites au niveau SEO et également, comme tu le mentionnais, peut-être influenceurs, qui sont des canaux un petit peu, je dirais pas connexes dans le contexte d'une DNVB, mais qui habituellement vont peut-être être en second temps, c'est-à-dire qu'on va vraiment se focusser sur le social, comme tu l'as très bien mentionné, parce qu'on est dans un contexte de découvrabilité. Et ultimement, ça intégrera peut-être des initiatives qu'on va vouloir faire avec les moteurs de recherche. Là, il y a peut-être même un point d'interrogation qui s'intègre ici avec tout ce qui est en train de se dérouler au niveau de l'évolution de l'intelligence artificielle. Donc, dis-moi un peu comment ces plateformes-là vous aident et à quel point qu'elles sont efficaces. Alors, pour l'influence, nous, on est sérieusement en train de faire de l'influence depuis cette année. On commence à on a dédié un vrai budget sur 2025. Moi, personnellement, j'y crois beaucoup à l'influence pour travailler surtout la brand. Je pense qu'actuellement, on parlait trop en notre nom. Il faut absolument qu'il y ait des gens qui fit avec notre brand, qui parlent de nous. On a besoin d'avoir de la force de recommandation. On peut le voir, par exemple, je te le montre, un exemple avec l'affiliation. L'affiliation, c'est un canal qui a un plafond de verre relativement, alors pour le moment, qui est assez bas, même si je pense qu'on peut l'augmenter. Mais par contre, en termes de recommandations, nous, par exemple, on est sur des comparateurs de croquettes, par exemple, et c'est extrêmement puissant en bas de funnel, parce qu'en gros, les gens, ils vont nous découvrir sur Meta ou TikTok. Mais tu sais que les croquettes, le marché de la pet food, c'est un petit peu comme le marché de la tech, ou par exemple des vidéoprojecteurs. Les gens, ils y connaissent pas forcément grand-chose. C'est des métiers, c'est des secteurs très techniques.
La croquette, c'est beaucoup plus technique qu'on le pense. Il y a énormément de compositions, voilà. Et donc, les gens ont besoin d'être rassurés par exemple, des comparateurs. Et donc, c'est pour te dire, je veux dire par là que la synergie entre nos différents canaux, c'est la clé pour atteindre nos objectifs en 2025. Tu vas avoir besoin de beaucoup de social, d'influence en haut de funnel, mais derrière, tu auras toujours besoin de canaux de réassurance comme l'affiliation. Et pour revenir au SEO, on a travaillé beaucoup le SEO jusqu'ici, surtout en notoriété. On a créé, par exemple, ce qu'on appelle des cocons, nous, en interne, donc des concours races, par exemple. Donc, on a fait, ça, c'est un truc très classique pour les nos concurrents le font aussi. Ça veut dire que tu vas avoir un concours race avec une fiche par race de chien. Et je crois aussi, on l'a aussi pour les races de chiens. Et ça va nous permettre d'aller chercher beaucoup de notoriété, mais pas forcément du trafic très qualifié, parce que quelqu'un qui va faire une recherche, par exemple, Spitz, tu vois, c'est pas forcément quelqu'un qui veut forcément acheter des croquettes, mais c'est intéressant. Et à côté de ça, on a mis en place des cocons plutôt plus avec des intentions d'achat plus importants, comme des guides alimentation. Donc, on essaie de travailler à la fois sur des requêtes tofu, mais aussi plutôt bofu. Et c'est ce qu'on est en train de faire là, actuellement. Et oui, le SEO, on y croit beaucoup sur le long terme. Là, on travaille aussi beaucoup le netlinking. Et oui, c'est un vrai sujet, le SEO, parce que pour le coup, c'est certainement... nous, par exemple, tu vois, sur Meta, on est prêt à dépenser de l'argent sur Meta parce que pour atteindre l'objectif, mais si on peut être sur des canaux, on va dire, moins vampiriques niveau budget, c'est encore mieux. On veut essayer d'avoir des canaux on, tu vois, qu'on appelle, c'est-à-dire qui nous appartiennent. Ouais. Parce que Meta, tu peux être très bon sur Meta et du jour au lendemain avoir un problème au niveau de l'algo, du tracking. Alors que tu sais que le SEO, alors effectivement, il y a le référencement Google qui peut aussi poser problème, comme en ce moment avec la partie géo ou l'intelligence artificielle qui met un peu son grain de sel. Mais voilà. Intéressant. Et peut-être juste pour terminer, te parler brièvement CRM, emailing, à quel point vous êtes intentionnel également là-dessus et à quel point vous allez vraiment, parce que vous êtes quand même dans une catégorie excessivement pertinente pour ce volet. Il y a du réachat. Donc, on se doit d'avoir une structure bien établie ici. Comment ça se met en place de votre côté? Oui, moi, je travaille avec Clémence, qui est notre lead CRM, et qui évidemment, on travaille sur Klaviyo, et qui a mis en place des stratégies CRM assez poussées, qui nous permet à la fois d'aller travailler, on va dire, des opt-in, par exemple avec notre quiz qui est sur le site, mais aussi, on va avoir des stratégies aussi au niveau de clients récurrents, mais qui ne sont pas abonnés, et aussi au niveau de nos abonnés. Et l'idée, ça va être de travailler chaque segment de manière assez poussée avec des séquences de mails très personnalisées. Donc, par exemple, je te donne un exemple pour le quiz. Donc, le quiz, c'est un des funnels sur lequel on veut travailler en 2025. La personne va arriver sur le quiz, elle va mettre un petit peu les problèmes qu'elle a avec son chien ou son chat. Donc, par exemple, c'est la digestion. Une fois qu'elle a fini le quiz, elle va arriver sur une page où on lui propose une routine alimentaire adaptée à un problème de digestion. Mais ensuite, Clémence, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pousser une séquence personnalisée sur la digestion. Et ça, c'est assez puissant. C'est un truc qu'on veut mettre en place. Et sinon, on a plein de projets en CRM, notamment mettre en place des partenariats pour aller générer plus d'opt-in. Voilà. Le CRM, c'est vraiment crucial sur l'acquisition, mais surtout sur la partie récurrence. Super important le CRM, et on a une roadmap bien pleine de ce côté-là. Intéressant. Julien, avant de te laisser filer, qu'est-ce qui vous attend là, pour les prochaines semaines, prochains mois? Le projet le plus important que vous travaillez chez Franklin Pet Food? Nous, en 2025, on va se concentrer encore sur le digital. Là, les projets les plus importants, pêle-mêle, ça va être de travailler la brand. On veut avoir une brand exceptionnelle, ce qu'on appelle une brand love brand, avec continuer à inspirer nos clients, continuer à sortir des produits innovants et qui fit avec les besoins de nos clients. Donc, que ce soit des compléments alimentaires, par exemple, nous,
On a lancé des compléments alimentaires dernièrement. Continuer à travailler évidemment la partie influence, la partie data, on n'en a pas trop parlé, mais ça c'est un gros sujet du moment. Ça veut dire avoir une pipeline de données qui est beaucoup plus clean et qui nous permet d'activer de la data, notamment au niveau du CRM, pour avoir des segments beaucoup plus puissants. Et évidemment aussi le SEO, et devenir toujours aussi bon en termes de ce qu'on appelle la grosse machine, ça veut dire tous nos canaux d'acquisition payants, Meta, TikTok, avoir des publicités les plus qualitatives possibles et avoir une creative loop la plus performante possible. C'est un peu ça tous les sujets pour cette année. Bon, on va suivre ça de près. Julien, merci énormément. Ça a été fascinant de discuter avec toi aujourd'hui. Et si on veut connaître vos produits, on s'entend, on fait un petit tour sur votre site Internet, j'imagine? Oui, avec plaisir. Vous pouvez y aller. Donc, c'est franklinpetfood.com. Vous pouvez y aller. On fait du chat, évidemment, mais du chien. On a une gamme de produits très, très large. On a aussi un blog avec plein de conseils. On a un compte Instagram qui est actualisé très régulièrement. TikTok, voilà, on essaie d'être présent un petit peu partout. Et voilà. On va mettre des liens dans les notes de l'épisode. Julien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, et Antoine. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commerce Élite.